Il n'y a rien de plus frustrant pour un parent, après une belle journée passée à nos enfants, de les voir en fait piquer une crise. Prenons par exemple une journée au zoo, on va voir les enfants qui sont dans le plaisir, les enfants qui sont en train de s'émerveiller devant les animaux du zoo. Éventuellement, il y a la piscine à la fin de la journée. Tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. On rentre dans la voiture, qu'est-ce qui arrive? Il y a deux comportements typiques. Soit la crise, surtout chez les gars, soit les enfants se mettent à dormir pour pouvoir arriver à récupérer de leur journée. En fait, la crise et le sommeil vont être deux choses très importantes chez les enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Joël Monzé, docteur en neurosciences, directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Donc, ma chronique aujourd'hui, ça va être de vous permettre de mieux comprendre pourquoi les crises sont essentielles chez les enfants. C'est certain qu'il y a certaines crises qui sont très désagréables. Par exemple, quand l'enfant se jette à terre pour faire une crise de bacon à 2 ans, surtout si c'est en plein milieu d'un grand magasin ou d'un restaurant, c'est quelque chose de délicat à gérer. La même chose, on va avoir des crises vers 4 ans où l'enfant va s'opposer à tort ou à raison avec l'adulte, va vouloir s'affirmer, va commencer éventuellement à être impoli. D'accord? Il y a un certain nombre de crises qu'on va voir et une fois qu'il va se faire punir, il va éclater en sanglots. L'autre chose qu'on va également remarquer, c'est que les enfants à la sortie de l'école, que ce soit dans le bus scolaire, que ce soit dans la voiture ou au retour à la maison, il va y avoir souvent des disputes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants vont vivre un paquet d'émotions et que les émotions soient agréables, que les émotions soient des choses plus difficiles parce qu'ils se sont disputés avec un voisin, parce qu'il y a eu du stress de performance, parce qu'ils ont eu un échec, parce qu'il y en a un qui les a rejetés pendant une activité dans la cour de récréation, l'enfant va retenir les émotions qu'il aura vécues. Et il y a un moment donné où il y a un stade de non-retour et l'enfant va avoir besoin de faire tout ou n'importe quoi pour vous faire réagir, pour qu'il se fasse punir. Et à ce moment-là, il va se mettre à pleurer. Les pleurs, c'est une des manières les plus efficaces pour un enfant de pouvoir arriver à diminuer le degré de pression émotionnelle. Et en fait, les enfants jusqu'à 20 ans, sauf quand on leur apprend des stratégies différentes, ce qui est disponible de par leur maturité de leur cerveau, c'est de faire dodo et de pleurer. Donc, les crises que nos ados vont faire de manière régulière, et puis le fait d'aller pleurer après dans leur chambre quand ils ont été punis, le fait de dormir, va faire en sorte que leur degré de stress va être mieux maîtrisé. Sauf qu'on ne leur apprend pas ça. Et puis l'autre chose aussi, chez nos ados, c'est que comme la mélatonine, qui est une molécule essentielle pour déclencher le sommeil, est beaucoup moins disponible, en tout cas elle est libérée d'une manière très différente de quand on est des enfants ou quand on est un adulte, ce sont des jeunes qui ne dorment pas suffisamment et donc leur degré de stress va faire en sorte qu'on peut avoir plus de crises à la maison ou à l'école, plus d'opposition, plus de réactivité bien embêtante pour l'adulte parce que simplement il y a trop de stress chez ce jeune-là. Bref, il faut savoir que les crises vont faire partie de la vie. On parle d'ailleurs de la crise de trentaine, on parle de la crise de quarantaine, et je suis certain qu'à différents moments que je n'ai pas encore connus, au-delà des 50 ans, il y a encore des moments où on va être en crise. Les crises, ce sont des moments également qui nous permettent de réactualiser nos priorités, dans le sens que l'homme que je suis aujourd'hui n'est pas le même homme que j'étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, voire il y a 30 ans. Donc, il y a des choses qui étaient essentielles pour moi il y a quelques années, et pour pouvoir arriver à reprioriser ce qui est important pour moi aujourd'hui, mais il y a des périodes de crise, il y a des périodes de nœuds, et l'avantage que j'ai par rapport à Joël quand il avait 5 ans, 15 ans ou 25 ans, c'est que mon cerveau me permet quand même de gérer relativement mieux cette situation. Ce n'est pas le cas chez l'enfant. En fait, de 1 à 5 ans, donc la première année jusqu'à ces 5 premières années, le cerveau de l'enfant qui est très très utilisé par l'enfant, c'est la partie émotionnelle, la partie mammifère. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plus d'impulsivité, on peut avoir plus de réactions, on va avoir parfois des gestes gratuits envers les autres. D'accord? C'est de l'émotion brute, l'enfant va le faire, il y a rarement des intentions perverses derrière, il y a rarement de la malice, c'est quelque chose qui est plus pulsionnel parce que c'est plus émotif, comme on va le voir chez la plupart des jeunes mammifères.
Donc, le cerveau émotionnel va prédominer la vie affective de l'enfant. Petit à petit, à partir de 3 ans, mais ça va surtout vers 5 ans et jusqu'à 11 ans environ, on va avoir la partie droite de notre cerveau qui va être suffisamment mature pour pouvoir donner la profondeur en fait dans la vie affective de la personne. Et au-delà de 11 ans, ben, la partie effective, qui est la gauche, va devenir de plus en plus efficace. Les jeunes, par exemple, vont avoir une résistance à toucher à la méditation. Pourquoi? Parce que leur cerveau n'est pas encore prêt à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les préparer. Le Dalai Lama avait fait une réflexion il y a quelques années disant que si à partir de 9 ans, on apprenait à tous les enfants à méditer, probablement qu'on serait capable de pouvoir supprimer les guerres en 1 ou 2 générations. Le progrès est intéressant. C'est vrai que vers 9 ans, la partie du cerveau qui permet le jugement commence à être suffisamment développée pour permettre à l'enfant d'avoir un tout petit peu de recul sur lui et choisir plus facilement une stratégie d'intervention. Cela dit, ça va prendre encore beaucoup de temps. Ne serait-ce que, comme je le disais tout à l'heure, avant 20 ans, le cerveau n'a pas beaucoup de facilité en fait à contrôler ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est David Servan-Schreiber qui a parlé beaucoup de cohérence cardiaque avec son livre Guérir il y a une vingtaine d'années. Et c'est un livre qui m'avait d'ailleurs beaucoup inspiré. Le problème, c'est que si c'est quelque chose d'accessible chez les adultes, c'est quelque chose de difficile chez les enfants parce que les structures ne sont pas encore assez matures. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, aider les enfants à juste ressentir leur corps. Parfois, l'angoisse est tellement vécue chez l'enfant que, comme il n'est pas capable de pouvoir la gérer, ça peut amener des crises, les pleurs ou le sommeil quand ils sont petits, mais surtout les crises quand ils ont 2 ans et plus. D'accord? Donc, le fait de ressentir son corps, c'est quelque chose d'essentiel pour un jeune parce que ça lui permet d'être ramené dans le moment présent. C'est une des raisons pour lesquelles certains enfants ont besoin de bouger plus que d'autres parce que le fait de bouger leur donne en fait des sensations corporelles et ces sensations corporelles vont contribuer à diminuer le degré de stress dans lequel ils sont à ce moment-là. La capacité d'aimer. Les enfants, avant 9 ans, ils ont une tendance à aimer la personne qui leur fait du bien. Petit à petit, ils commencent à développer leur capacité d'aimer de manière générale. Ce n'est pas toujours facile, mais ça peut faire partie du projet de chacun des enfants, tout au moins si on les initie à ça. Tout simplement parce qu'il y a une zone dans le cerveau qui est juste ici dans l'orbitofrontal droit qui va contribuer justement à ressentir plus de compassion, à être suffisamment détaché de ce que l'enfant vit lui-même pour pouvoir être capable de choisir d'aimer. Et on va créer en fait des liens de permanence, des amitiés qui vont être beaucoup plus profondes en fait grâce à ça. Donc, l'autre chose aussi qui va aider à mieux gérer le stress, c'est de prendre de la distance. Donc, quand on peut aider l'enfant à comprendre les mécanismes dans lesquels il se met parfois, c'est certain que cette compréhension-là leur permet de se voir aller. Et avec les adolescents, c'est très, c'est très gagnant de les aider à se comprendre eux-mêmes. Donc, petit à petit, ce sont des éléments qu'on va pouvoir introduire et quand l'enfant est prêt, il y en a certains qui seront prêts avant que d'autres, on va pouvoir éventuellement apprendre des bases de la méditation. Il faut savoir aussi que quand vous faites respirer, surtout les petits garçons, c'est plus difficile pour eux, quand vous les arrêtez sur place, d'accord, et vous leur demandez de respirer avec le ventre, l'expérience clinique démontre en fait qu'ils vont ressentir beaucoup plus les angoisses. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, comme je disais tantôt, les petits gars vont avoir plus de misère à accepter des activités de ce type-là. Il y a vraiment un travail de base à faire avant, et le travail de base commence par le souffle. On a souvent tendance à utiliser une phrase qui dit « respire avec le nez ». Moi, je vous encouragerais plutôt à utiliser la phrase « souffle ». Le souffle est important. Donc, amener l'enfant à souffler, ça va être quelque chose de beaucoup plus, constructif avec l'enfant. Donc, si on accompagne l'enfant là-dedans, c'est certain que l'enfant va pouvoir petit à petit développer ses ressources. Mais tant que ces ressources-là ne seront pas développées, l'enfant est très dépendant de l'adulte. L'adolescent, malgré certains commentaires qu'il peut dire, l'adolescent aussi a besoin de l'adulte. Pourquoi? L'adulte va être le contenant de ce que l'enfant et de l'adolescent vont vivre. Quelque part, quand vous parlez avec votre meilleur ami ou votre meilleure amie des choses qui sont difficiles, c'est votre meilleur ami qui est la personne qui est le contenant de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez à ce moment-là. Donc, chez l'adulte aussi, ça va avoir son rôle.
En tant que psy, ça peut être également mon rôle d'être le contenant de l'émotion de l'autre. Cela dit, pour comprendre comment ça marche chez l'enfant, j'aime beaucoup utiliser l'expérience justement de la tasse de café. Imaginez que le matin, vous vous servez une tasse de café, vous versez le café, vous versez, vous versez, vous versez, et il y a un moment donné où la tasse déborde. Quel est votre premier réflexe? La plupart des gens vont répondre qu'ils vont éponger le café, alors que normalement le premier réflexe serait d'arrêter de verser le café. Alors quand on leur dit ça, ils disent bien entendu, on y a pensé, sauf que quand on leur demande de pouvoir expliquer c'est quoi leur premier réflexe, c'était de réparer. Pourquoi? Parce qu'on a tellement peur de faire des gaffes, on a tellement peur de se faire chicaner, on a tellement peur d'être pris pour un incompétent ou un pas correct que notre premier réflexe, notre degré de stress, à la simple idée qu'on renverse le café, ça fait un moment de panique. Sauf que si j'ai une petite assiette en dessous de la tasse de café, ce serait quoi votre premier réflexe? J'en entends certains qui vont me dire qu'ils vont d'abord arrêter de verser le café, donc on voit que le système d'apprentissage marche bien, mais c'est certain que le degré d'angoisse ou le degré de stress va être beaucoup moins élevé parce qu'il y a une petite assiette en dessous de la tasse. Cette petite assiette, en fait, c'est ça le contenant. Donc quand le café déborde, l'assiette est le contenant du café qui déborde. Nous sommes l'assiette en dessous de la tasse, le contenant de nos enfants. Donc, quand l'enfant va déborder, la crise qu'il va faire, bien souvent, c'est pour s'assurer que le contenant soit disponible, que le contenant soit attentif, que le contenant soit prêt à nous accueillir. Et si l'enfant a l'impression qu'il ne peut pas avoir accès à ça sans intention négative, il va préférer se faire chicaner, se faire punir, pour pleurer éventuellement, que d'avoir l'impression de disparaître, d'avoir trop d'émotions qui viennent complètement l'envahir. Donc, la recherche d'attention négative, parfois des gestes gratuits qu'on peut voir chez les enfants, est un indice que l'enfant est à la recherche d'un contenant pour pouvoir accueillir son trop-plein d'émotions à ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure que le cerveau se développe, ce qu'on constate, c'est qu'on est capable d'en prendre de plus en plus au cours de notre vie. Donc, si on peut faire un résumé, quand on est un jeune bébé, notre contenant n'était pas plus grand qu'une tasse à espresso, puis c'est devenu une tasse, puis un bol, puis une casserole, puis une marmite, puis un aquarium, puis une baignoire. Et on peut espérer que vous, aujourd'hui, quand vous êtes adulte, vous ayez une capacité de gérer beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que la baignoire ne va pas déborder. Parfois, oui, la baignoire peut déborder. On a juste besoin d'un contenant un peu plus grand pour s'assurer que, justement, on soit entendu, vu et reconnu dans ce qu'on vit de manière à éviter justement trop d'angoisse et trop de détresse. Et pour revenir avec le contenu ou la manière d'être le contenant pour l'enfant, il y a 3 choses importantes. Notre bienveillance, notre cohérence et notre intégrité. Si nous sommes capables d'être intègres, cohérents et bienveillants envers nos enfants, nous allons pouvoir jouer ce rôle de contenant, même si parfois notre propre contenant, d'accord, le nôtre, peut déborder. C'est certain que c'est important pour nous, en tant qu'adultes, de s'assurer d'être le contenant des enfants. Et quand l'enfant se sent contenu par la bienveillance, la cohérence et l'intégrité de l'adulte, c'est certain que beaucoup de difficultés et beaucoup de défis vont être plus faciles à aborder et l'enfant ira chercher de l'attention bienveillante plutôt que de l'attention négative. Au revoir.